TVL continue? À vous de décider. La nomenclatura vacille, les fromages de la République s'étalent partout au grand jour, et quand le pouvoir doute, il se raidit. Quand il ne parvient plus à convaincre, il menace. Quand il perd sa légitimité, il devient dangereux. Alors, l'urgence est là. Faire taire les voix libres avant 2027, telle est la tentation autoritaire du pouvoir. Et TV Liberté est dans leur ligne de mire parce qu'elle refuse le discours officiel et l'uniformisation de l'information. Face au contrôle médiatique et au contrôle social, TV Liberté est un rempart, une information non conforme, l'antithèse d'une presse courroie de transmission de la propagande du système. On ne se vend pas, on ne se tait pas, mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Pour TVL, ces prochains jours sont cruciaux. Aidez-nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Éco, programme de ce numéro. Révolte agricole, flingage de l'industrie, suicide financier, l'Union européenne et le gouvernement français poussent la France vers les pires convulsions. De quoi cette dernière séquence peut-elle accoucher? Dans quelles conditions les Français vont-ils pouvoir affronter 2026? Pour en parler, nous recevons Charles-Henri Gallois. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Charles-Henri Gallois, vous êtes président du parti Reprenons le contrôle et depuis peu conseiller économique de Jordan Bardella au Parlement européen. Vous avez publié 2 ouvrages, Les illusions économiques de l'Union européenne et Énergie et immigration, Reprenons le contrôle. Avant de commencer cet entretien, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air et à nous laisser un maximum vos commentaires pour faire grimper TV Liberté sur Internet. Commençons avec vous, Charles-Henri Gallois. Le gouvernement et la FNSEA ont poussé pour l'abattage des troupeaux de bovins dès lors qu'un seul cas de contamination à la dermatose nodulaire est avéré. Les forces de l'ordre ont utilisé des chars blindés et des bombes assourdissantes contre des éleveurs. En réponse, on a assisté à une montée en puissance des blocages partout en France. Alors, après le Mercosur adopté par la Commission en septembre, est-ce que cette dermatose nodulaire, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le monde agricole? Ça fait beaucoup pour le monde agricole qui subit quand même déjà depuis de nombreuses années de multiples crises. Et j'ai envie de dire même qu'il y a une sorte d'organisation par l'Union européenne et avec la complicité du gouvernement de la mort en réalité de notre agriculture, ce qui est dramatique parce que ça fait partie évidemment de l'identité de la France et il y a aussi la problématique de souveraineté alimentaire. Enfin, on entendait les mêmes qui pendant le Covid n'avaient que la souveraineté à la bouche, ils n'ont jamais rien fait de ça, les macronistes, en parlant de souveraineté sanitaire et autres, mais le sacro-saint de la souveraineté, c'est la première des nécessités, c'est être capable de s'alimenter et de se nourrir. Or, pour la première fois cette année, d'après les projections, la France va être en déficit commercial agricole, c'est la première fois depuis 50 ans. Donc c'est vous dire comme les agriculteurs... C'est-à-dire un déficit agricole, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous importez plus de biens, de produits agroalimentaires que vous en exportez. D'accord. Donc c'est absolument dramatique alors que la France est la première puissance agricole d'Europe et la France est une puissance énorme. Donc il y a un véritable problème et pour revenir sur le sujet, parce que je ne vais pas évacuer la question de la dermatose nodulaire, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu déjà une méthode qui est brutale. Hein, je veux dire, les images déchirent le cœur quand on voit face à face des forces de l'ordre et des agriculteurs. Les forces de l'ordre n'ont pas envie de faire ça et les agriculteurs n'ont pas non plus envie de subir ça. Cette maladie, elle ne date pas d'hier, ça a commencé déjà il y a de ça plusieurs mois. Et la problématique, et quand je parlais de souveraineté sanitaire, c'est qu'il y a la problématique de la vaccination déjà, et on se rend compte en fait que ces vaccins sont importés d'Afrique du Sud, et le gouvernement a une passivité énorme parce que... Alors le gouvernement promet de vacciner rapidement 750 000 bovins. Sauf qu'il y a 16 millions de bêtes. Donc ça veut dire que s'il y a une propagation rapide de la maladie, on n'aura pas assez de vaccins. Donc on en revient à la même chose, c'est-à-dire la dépendance en fait à l'étranger et l'absence de vision et de souveraineté, même l'absence de réaction, parce que
dès les premiers cas, ils auraient pu anticiper un peu plus. Et après, il y a la question de la méthode. Nous, on est pour, évidemment, assouplir le protocole, de voir s'il y a une possibilité. Il faut toujours être prudent sur ces questions-là. S'il y a une possibilité d'assouplir le protocole, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas uniquement isoler et abattre les bêtes malades et mettre en quarantaine les autres bêtes en attendant plutôt qu'un abattage systématique. Alors c'est le fameux principe de précaution, mais il faut rappeler que cette maladie ne représente aucun danger pour l'homme et que la mortalité des animaux touchés est comprise entre 1 et 5%. Donc une vache qui est atteinte par cette maladie a 95% au moins de chances de s'en sortir. Alors elle peut être aussi affaiblie et 5% de 16 millions, ça fait quand même beaucoup de bêtes qui peuvent être touchées il faut pas non plus raconter n'importe quoi si ça se propageait. Donc il faut être très prudent là-dessus, mais il y a aussi la question, quand je parle d'assouplissement, il y a le protocole, mais il y a aussi les règles sanitaires, parce que l'Union européenne, par exemple, interdit d'exporter une bête qui a été vaccinée. On peut l'exporter que 14 mois après la vaccination. Donc évidemment, dans ce contexte-là, c'est très difficile pour les éleveurs, et il faudrait réfléchir à pouvoir assouplir justement cette règle-là, parce que une bête qui est vaccinée peut être consommée. Il n'y a pas de problématique comme ça, mais on est sur le principe de précaution poussé à outrance, et je pense qu'il faut voir en concertation avec évidemment les vétérinaires et l'État, essayer, et en mettant la pression à l'Union européenne, essayer d'assouplir ce processus, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Il y a eu une réaction brutale avec peu de concertation du gouvernement, et c'est évidemment révoltant, parce que le monde agricole souffre énormément. Le monde agricole, en fait, souffre de 3 facteurs principaux, même s'il y en a d'autres. Il y a déjà le fait qu'en fait, on impose, et notamment dans le cadre de l'Union européenne et du pacte vert, des normes toujours plus délirantes aux agriculteurs, avec la stratégie notamment de la ferme à la fourchette. On interdit des produits, on leur fait des contrôles drastiques. Enfin, je veux dire, un agriculteur passe sur sa semaine de travail 2 jours et demi à remplir de la paperasse. Évidemment que c'est insupportable pour le monde agricole et c'est incompréhensible. La norme, de toute façon, c'est une perte de compétitivité pour les producteurs, et c'est aussi un coût pour le consommateur à la fin, parce que quand vous empilez les normes, bien évidemment, il y a quelqu'un qui paye à la fin. Et donc ça, c'est le premier point. Mais quand vous avez ces normes drastiques, dans le même temps, vous avez la même Union européenne, avec la complicité du gouvernement des macronistes, qui vont signer des accords de libre-échange avec le monde entier. Et ils nous parlent de clauses miroirs, mais les clauses miroirs n'existent nulle part. En fait, on importe des produits, notamment agricoles, qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos agriculteurs. Et le troisième volet, c'est le budget de la PAC. Évidemment, quand vous avez fait rentrer les pays de l'Est, déjà, le gâteau s'est réduit pour nos agriculteurs. Mais en plus de ça, dans le cadre d'un budget de l'Union européenne qui veut le faire augmenter de façon complètement délirante, dans ce cadre-là, à l'intérieur de ça, ils font baisser le budget de la PAC, en tout cas c'est ce qui est prévu pour le cycle 2028-2034, qui est encore en cours de négociation, de le baisser de 24%. Donc quand vous mettez ces 3 éléments bout à bout, c'est une euthanasie de nos agriculteurs. En fait, si Ursula von der Leyen voulait tuer l'agriculture et les agriculteurs français, elle ne s'y prendrait pas autrement. Mais quel est le projet ? Est-ce que c'est d'alimenter les Européens seulement avec des denrées hors Union européenne ? Mais il y a des pays qui ont moins d'agriculture ou qui en ont peu, qui ne sont pas du tout opposés à ça, en disant que ces produits-là seront moins chers finalement que les produits européens, et donc eux, ils vont importer des produits moins chers. Et puis il y a ceux qui, dans le cadre des accords commerciaux, enfin vous savez comment marche la négociation des accords commerciaux avec l'Union européenne. L'Union européenne, on a tendance à dire que c'est devenu un syndicat de défense des intérêts allemands. Quand la Commission européenne négocie un accord de libre-échange pour les pays, en fait, elle fait quoi ? Systématiquement, elle sacrifie les agriculteurs français au profit des industriels allemands. On le voit sur le Mercosur, on le voit aussi d'ailleurs sur l'accord qui a été négocié avec Donald Trump, qui est un accord de vassalisation, on pourra peut-être revenir dessus, enfin une négociation qui est catastrophique à tous les niveaux. Et c'est pourquoi nous on demande depuis des années en fait de sortir l'agriculture des accords de libre-échange, parce que c'est le sacro-saint encore une fois de la souveraineté. Et il y a un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui vient. Évidemment que dans ces conditions, personne ne va reprendre les exploitations. Donc on est en train d'organiser
la mort en fait de nos campagnes, la mort de nos agriculteurs, et ça c'est évidemment pas admissible. Alors justement, le Mercosur, venons-y. On était le 6 novembre lors de la COP 30 au Brésil. Le président Macron s'était déclaré positif sur la possibilité d'accepter l'accord du Mercosur. Après le déclenchement de cette crise agricole, Emmanuel Macron a demandé à Ursula von der Leyen un report de l'examen du Mercosur pour finalement dire qu'il refuse de le signer. Mais qu'est-ce que veulent dire ces revirements du président Macron ? Je ne sais même pas si lui-même le sait, en fait. Non, mais enfin, c'est ce qui est insupportable, en fait, c'est ce double, triple discours, même des macronistes. C'est-à-dire qu'ils ont un discours à Paris où ils vous disent attention, on va protéger nos agriculteurs, le Mercosur, absolument pas, on ne le fait pas, on ne le fera jamais s'il n'y a pas de clause miroir, qu'ils ne l'auront d'ailleurs jamais. Et derrière, vous avez un discours différent à Bruxelles. Parce que nous, quand typiquement on fait des demandes de résolution sur le Mercosur, les macronistes ne les votent, enfin contre la ratification du Mercosur, les macronistes ne les votent jamais. Et vous avez le discours effectivement au Brésil où là, quand il est à côté de Lula, il explique que finalement les clauses de sauvegarde qui ont été obtenues, c'est bon et on peut signer l'accord. Mais en fait, quel cynisme! C'est absolument lamentable. C'est quoi ces clauses de sauvegarde en réalité en plus? Les clauses de sauvegarde, c'est pas du tout un ajout comme ce qui est raconté par les macronistes, c'était déjà dans l'accord initial. Déjà, elles sont temporaires, c'est-à-dire qu'au maximum, vous les gardez 2 ans, et de toute façon, ces clauses de sauvegarde sautent au bout de 12 ans dans l'accord. Donc l'idée, c'est d'accoutumer au fur et à mesure à ces produits venant d'Amérique du Sud, et ces clauses sauteront au bout d'un moment. Donc c'est évidemment cosmétique, et en plus de ça, c'est la seule initiative de la Commission européenne de les déclencher, ces clauses de sauvegarde, et les fourchettes sont très larges, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter de 10% par an les importations. Ça veut dire que sur 10 ans, vous pouvez faire un x2,5 au niveau des importations. On parle de centaines de milliers de tonnes déjà à la base de volailles, de viande bovine et autres. Donc en fait, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la cosmétique, mais les macronistes, dans leur hypocrisie, ont voulu vendre cet accord aux agriculteurs et surtout à l'opinion publique en leur disant « c'est bon, on a obtenu ces clauses de sauvegarde, on peut ratifier le Mercosur ». Ça, c'était le plan des macronistes. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a eu cette crise de la DNC, et ils voient que le monde agricole est au bord de l'explosion. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? On ne va pas signer le Mercosur. Ils disent juste on va reporter la signature. Et j'ai même lu un article dans Le Point, je crois que c'était M. Beretta, qui disait même qu'il y avait une citation d'un macroniste qui expliquait que le Mercosur sera validé quand ça sera politiquement entendu et acceptable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils cherchent uniquement à gagner du temps. Amadouer les paysans. Ils veulent amadouer les paysans. Et pourquoi ils ne le font pas là? Parce qu'ils ont peur en fait d'une explosion du monde agricole et d'une crise où ils seront en fait dépassés. C'est la seule réalité. C'est ce qu'ils cherchent in fine. Donc pourquoi cherchent-ils à gagner du temps, puisque la destruction, comme vous le dites, du monde agricole, c'est ce qu'ils veulent à la fin? Parce que ce qu'ils veulent, c'est comme, rappelez-vous, quand il y avait déjà eu des crises agricoles, c'est pas la première, quand Gabriel Attal était sur la botte de foin, etc. Les agriculteurs disent tous, en fait, à la fin, il n'y a rien eu. Donc ils avaient calmé tout le monde, pareil, en faisant des fausses promesses. Les agriculteurs étaient rentrés dans leur exploitation. Et en fait, le monde continue, les affaires continuent après pour eux. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent reporter parce qu'ils disent que les agriculteurs sont mobilisés et donc il y a une crise qui est possible. Et évidemment, ils attendront que tout le monde retourne dans ses exploitations pour après passer tranquillement le Mercosur. C'est ça, en fait, le plan macroniste. Donc c'est d'un cynisme absolument abject quand on y réfléchit. Et là, encore une fois, en plus, ça ne dépend pas que de la France. Là, quand on fait cet entretien qui sera diffusé plus tard, il y a en ce moment même le Conseil européen. Et il y a cette question qui va être mise sur la table parce que depuis le traité de Lisbonne, il faut savoir que les accords commerciaux ont la possibilité de les scinder. Et il y a surtout, avant, ça se ratifier un accord commercial à l'unanimité des États membres. Depuis le traité de Lisbonne, vous pouvez le faire à une majorité qualifiée, c'est-à-dire que vous devez avoir 65% de la population des pays membres. En d'autres termes, à contrario, si vous voulez avoir une minorité de blocage, il faut au moins 4 pays et qui représentent au moins 35% de la population de l'Union européenne. Et donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de minorité de blocage que si la Pologne, l'Italie, en fait, et la France sont ensemble et en mettant un 4e pays ou d'autres. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais il y a une énorme pression parce que les Allemands veulent à tout prix faire passer ces accords. Ursula von der Leyen veut à tout prix faire passer cet accord aussi. Pourquoi l'Allemagne, d'ailleurs, est favorable à ce point au Mercosur? Parce que l'Allemagne se dit, certes, on perdra un petit peu au niveau agricole, mais on va exporter nos Mercedes, nos BMW, nos Audi là-bas. Et nos machines-outils. C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'évidemment qu'il y a des secteurs qui sont gagnants, il faut être juste et objectif sur l'accord.
mais c'est dramatique dans l'agriculture, en particulier pour les éleveurs. On va revenir à ce qui se passe actuellement en Allemagne, notamment sur le plan industriel, mais j'aimerais vous entendre sur les conséquences du Mercosur. Vous avez un petit peu évoqué les conséquences pour les paysans, la destruction du secteur agricole, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer pour le consommateur ? Mais le consommateur, en fait, on va lui dire, vous inquiétez pas, il y a des normes européennes, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, d'une part, vous n'avez pas de clause miroir, donc c'est-à-dire que les normes qui vont être imposées aux produits qui viennent du Mercosur ne seront pas les mêmes, enfin des pays du Mercosur ne seront pas les mêmes que celles qui existent pour les agriculteurs au sein de l'Union européenne. Et surtout, il y a très peu de contrôle. Donc, quand il y a peu de contrôle, vous avez vu toute la polémique avec Chine, où il y a eu des contrôles, ils se rendaient compte que les produits n'étaient pas aux normes, etc. Ou comme avec les poulets ukrainiens. Les poulets ukrainiens, c'est la même chose. Évidemment que ce n'est pas les mêmes normes de qualité que les produits européens. C'est un vrai problème à l'heure actuelle pour nos éleveurs de volailles et pour les céréaliers, parce que vous avez un coût de production qui est 2 fois et demi inférieur en Ukraine à ce qu'il est pour produire des poulets, par exemple, en France. Donc là, vous faites face réellement à de la concurrence déloyale, mais visiblement, ça n'a pas l'air de choquer les macronistes qui laissent faire avec une complicité, une passivité absolument lamentable. Alors passons au secteur industriel. On sait que le président Macron veut porter l'industrie manufacturière à 15% du PIB. Il avait annoncé ça en 2022, je crois. Et alors, dans le cadre de son budget 2026, l'Allemagne, elle, a décidé un prix de l'énergie pour l'industrie avec un objectif de 5 centimes d'euros le kilowattheure. La France, en face, c'est en moyenne 10,2 centimes pour les industries, pour les entreprises françaises. Est-ce que le gouvernement français, dans son budget, on va en parler aussi dans un instant, a prévu quelque chose pour les industriels français sur leur consommation d'électricité ? Non, il n'y a rien de prévu. Alors, vous avez les très gros acteurs qui bénéficient encore de l'Arenh, donc avec un prix qui est assez compétitif, mais pour plein d'industriels qui ne sont pas des grosses industries, ou même pour des PME, TPE dans d'autres secteurs, ou simplement des artisans qui sont très énergivores, je pense aux garagistes, je pense aux coiffeurs, aux boulangers, etc. Eux, ils payent plein pot. Et cette problématique-là, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est objectivement là une aide d'État déguisée, c'est une subvention que l'Allemagne va faire à ses industriels, mais vous allez voir que la Commission européenne ne bougera pas, comme elle sert objectivement les intérêts allemands. Qu'est-ce qu'un chef d'État responsable et qui défend les intérêts de la France aurait dû faire ? Sortir du marché européen de l'électricité ? Il n'y a même pas besoin de ça, en fait. Vous pouvez dire à la Commission européenne, moi je rétablis, c'est pas dans les traités, je rétablis un prix national de l'électricité, qui se situerait entre 50 et 60 euros le mégawattheure pour tous. C'est évidemment pas ce qui est fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a les entreprises d'un côté qui perdent en compétitivité à cause d'un prix de l'électricité qui est absurde, qui est lié à ce marché justement de l'électricité de l'Union européenne. Et vous avez aussi le consommateur, le particulier, tout le monde le voit, on est en hiver sur les factures d'électricité, qui explosent. Et le gouvernement non seulement ne fait pas ça, mais va même plus loin en fait, et va provoquer, s'il le fait, une hausse des factures d'électricité, parce que il veut promulguer d'ici la fin de l'année, a priori, le programme pluriannuel de l'énergie, dans lequel ils veulent faire exploser en fait la production d'énergie renouvelable intermittente. Alors que la consommation d'électricité en France baisse depuis des années. Donc ça veut dire quoi ? Si vous avez une consommation qui n'augmente pas et que vous avez en parallèle, vous empilez des capacités de production, et encore plus quand elles sont intermittentes et qu'elles coûtent beaucoup plus cher que le nucléaire, il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Et celui qui paye, c'est le consommateur. Je veux dire, si les factures d'électricité, notamment pour les particuliers, ont explosé, il y a ces règles du marché de l'électricité de l'Union européenne, mais il y a aussi la décision de politique énergétique qui est en partie liée à l'Union européenne et la directive sur les énergies renouvelables que le gouvernement applique servilement, mais en empilant ces énergies renouvelables qui sont subventionnées, qui ont un coût d'ailleurs de production qui est plus cher que le nucléaire, en particulier le nucléaire historique. Eh bien, en fait, vous faites payer le consommateur, vous faites payer les entreprises. Donc, c'est un massacre, en fait, économique de la France de faire ça. Et nous, on veut faire évidemment tout le contraire, c'est-à-dire... Ça veut dire quoi concrètement, Charles-Henri Gallois ? Ça veut dire qu'on va avoir des faillites d'entreprises françaises l'année prochaine à cause des conséquences de cette subvention allemande auprès des industriels allemands ? Parce qu'il y aura une concurrence totalement déloyale. Bien sûr, et notamment des sous-traitants français, d'ailleurs, qui des fois travaillent avec des entreprises allemandes. Là, ils vont se tourner vers des sous-traitants allemands. Donc bien sûr qu'il y aura des faillites, mais ça a déjà commencé. Vous savez, quand les macronistes vous parlent de réindustrialisation,
c'est se moquer du monde. Je veux dire, déjà, ça fait 2 années de suite, 2024-2025, qu'on ferme plus d'usines qu'on en ouvre. Eux nous parlent de l'emploi industriel, sauf que la production industrielle en France, par rapport à 2017, donc l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, elle est moindre de 5%. Donc comment, dans ces conditions, vous pouvez parler de réindustrialisation alors que vous avez baissé la production industrielle ? Ils se moquent du monde. Vous avez bien vu dernièrement Brandt et d'autres acteurs, les aciéries les plus anciennes qui avaient ici 100 ans d'âge qui ont aussi fermé, tout ça à cause d'un prix de l'électricité qui est énorme. On pourrait parler aussi des boulangeries, le nombre de boulangeries qui ferment, et c'est un drame dans des petits villages où c'est parfois le dernier lieu de vie. Tout ceci a un lien avec le prix de l'électricité. Pas uniquement, mais évidemment, vous avez la fiscalité qui est complètement étouffante, vous avez l'inflation normative aussi qui tue nos entreprises et qui renchérissent d'ailleurs le coût de la vie pour nos compatriotes. Vous avez un ensemble de facteurs, mais l'énergie est clé parce que l'énergie, l'économie, c'est rien d'autre que de l'énergie transformée à la fin. Donc évidemment que ça a un problème pour la compétitivité quand vous avez une énergie qui est hors de prix, et c'est un problème aussi pour le coût de la vie et le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Alors c'est un sujet qui est un peu passé à la trappe, mais Ursula von der Leyen, on était en mars 2025, avait annoncé ce projet de Rearmer Europe, rebaptisé Readiness 2030, avec 800 milliards d'euros de programmés. On ne sait pas très bien d'où elle sort tout cet argent, mais alors du coup, est-ce que ça va être remis en cause par l'accord commercial avec les États-Unis qui prévoit l'achat massif de matériel militaire américain ? Il y a plusieurs choses dans cet accord commercial sur lequel on peut peut-être revenir, qui est hallucinant, qui est un accord de vassalisation. Donc quand j'ai vu les macronistes réagir parce qu'il y avait une photo de Jordan Bardella et Marine Le Pen avec l'ambassadeur américain en France. On peut discuter avec des gens et discuter avec tout le monde, c'est vraiment la base de la diplomatie sans être un vassal. En revanche, eux ont validé un accord commercial de vassalisation avec les États-Unis. Ça, c'est la réalité des faits, c'est pas un fantasme. Pourquoi c'est un accord de vassalisation ? C'est simple parce que vous avez en gros les produits des pays de l'Union européenne qui vont être taxés de 15% à l'entrée des États-Unis. S'ajoute en plus à cela que depuis le début de l'année, on a une dépréciation du dollar de 12%, donc vous perdez 27 points de compétitivité dans la face. Vous avez, à contrario, au niveau des importations, des produits agricoles et industriels américains qui ne seront pas touchés par les droits de douane. Et en plus de ça, vous devez investir à horizon 3 ans 600 milliards de dollars aux États-Unis. Vous devez acheter 750 milliards d'énergie américaine, en particulier d'ailleurs le gaz de schiste américain, et des achats pour 100 milliards d'euros de matériel militaire américain. Donc quand vous acceptez un tel accord de vassalisation, je veux dire, vous avez un pays comme la Suisse, qui est de 9 millions d'habitants, qui a obtenu un meilleur accord. Ils ont obtenu aussi ils ont un excédent commercial de 40 milliards d'euros, la Suisse. Nous, la France, on a un déficit commercial de 4 milliards d'euros avec les États-Unis. La Suisse a obtenu les mêmes 15%, alors qu'à la base, ils étaient à 39%, parce qu'ils partaient d'un excédent commercial qui était énorme par rapport au volume des échanges. Eux, ils n'ont des importations exonérées de droits de douane que agricoles, rien au niveau de l'industrie. En fait, il n'y a aucune négociation d'Ursula von der Leyen avec Donald Trump. Et pourquoi elle a fait ça quand je vous disais tout à l'heure que l'Union européenne était devenue un syndicat de défense des intérêts allemands ? Vous avez les produits, notamment les vins et spiritueux français, les produits luxe, etc., qui vont être taxés à 15%. La seule gamme de produits qui a vu une réduction de ses droits de douane dans cet accord, qui sont passés de 27,5% à 15%, c'est l'automobile. En sachant que Renault et Stellantis n'exportent pas aux États-Unis. Donc qui est gagnant de cet accord commercial ? C'est encore une fois l'industrie automobile allemande. Donc justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ursula von der Leyen a tout cédé pour l'industrie automobile allemande. C'est pas plus compliqué. Elle a justement aussi renoncé à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout électrique en 2035 comme elle en avait pris l'engagement. Est-ce que c'est finalement une bonne chose et dans quelles conditions les constructeurs pourront continuer à fabriquer des moteurs thermiques ? Alors, en quel nombre ? C'est une bonne chose, mais ça va pas assez loin, si vous voulez. Et nous, on était depuis le départ contre le pacte vert. Jordan Bardella a d'ailleurs été élu en disant qu'il allait revenir sur un certain nombre de normes du pacte vert. On a réussi à avoir
avoir des simplifications, notamment de reporting pour les entreprises, déjà dans le cadre des paquets omnibus. Là, c'est une nouvelle victoire en fait pour le groupe du Rassemblement national au Parlement européen, qui est le premier groupe d'opposition au Parlement européen, parce que c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Ça m'amuse de voir les macronistes qui revendiquent avoir fait ça. Enfin, je veux dire, Stéphane Séjourné et tous les macronistes en fait ont voté dès demain le pacte vert et étaient favorables à ça. Donc vous avez une commission qui est en train de détricoter toutes les normes absurdes qu'elle faisait sous la pression, au contraire, des groupes comme celui du Rassemblement national. Donc pour nous, évidemment, qu'on est satisfait de ça, parce que vous avez déjà perdu, à cause de ces normes stupides, 45 000 emplois en France liés à l'automobile. Et si vous appliquiez jusqu'au bout, il y avait encore 75 000 emplois qui étaient en jeu. Il y avait notamment, pour ce qui est des véhicules utilitaires légers, vous savez, les Renault Kangoo et autres, eh bien, vous aviez plusieurs usines et 7 000 emplois qui étaient directement impactés. Et grâce à la pression qu'on a mise avec le groupe d'Assemblée nationale et cet assouplissement, on sauve ces emplois-là en France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais évidemment que l'industrie automobile allemande est également contente. Mais ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'industrie automobile française, pour le coup. J'aimerais qu'on vienne en France avec vous. Et juste pour terminer sur cet accord de libre-échange, pour vous dire que c'est tellement mauvais, on nous dit souvent que l'Union européenne, c'est un marché de 450 millions d'habitants, etc. Oui, mais sauf qu'elle défend essentiellement les intérêts allemands. Le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, 40 millions d'habitants, la Corée du Sud, Singapour, le Japon ont tous obtenu des meilleurs accords que l'Union européenne. Donc c'est vous dire l'accord lamentable. Plus la force. Et quand on parle de vacilisation, je veux dire, quand vous avez certainement l'image en tête d'Ursula von der Leyen dans le bureau ovale, ou même quand ils ont signé l'accord, elle est venue, elle a été convoquée dans le golfe de Trump en Écosse. Je veux dire, les vassaux des États-Unis, c'est eux, c'est certainement pas Marine Le Pen et Jordan Bardella. On va parler du budget de la sécurité sociale et du budget de l'État. En tout cas, celui de la Sécu est sur le point d'être adopté après un dernier passage au Sénat. On nous annonce un déficit de 19,5 milliards d'euros, plus 4,5 milliards d'ajouts de l'État. Alors finalement, ça nous fait 24 milliards de déficit, soit plus que l'année dernière. On va où en fait ? Mais on va à la faillite en fait avec ce gouvernement. Enfin, je rappelle quand même des chiffres pour que tout le monde les ait en tête. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il a augmenté la dette de 1200 milliards d'euros en 8 ans. Pour augmenter autant la dette dans l'histoire de France, avant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu 55 ans pour augmenter la dette de 1200 milliards d'euros. Donc on est sur une autoroute en fait vers la faillite. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron... Il faut rappeler qu'il avait déjà commencé à augmenter la dette avant les grandes crises qu'il invoque pour se défendre, à savoir celle du Covid et celle de l'Ukraine. Bien sûr, et de toute façon, enfin, il faut faire aussi... Il adore faire des comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, Emmanuel Macron. Ouais, parlons de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal d'ailleurs. Quasiment tous les pays ont réduit leur ratio de dette publique sur PIB. L'Union européenne, donc l'ensemble des pays, et même, si j'ose dire, gréver des performances de la France, ce ratio-là entre 2017 et fin 2024, il a baissé de 0,2 points. La France a augmenté de 16 points. Il n'y a pas un pays, en fait, au sein de l'Union européenne qui fait pire que la France au niveau des finances publiques. Donc le Mozart de la finance, en réalité, ils sont complètement nuls. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs ahurissant de les voir maintenant continuer avec une arrogance exceptionnelle. Je crois que même la Grèce est en excédent pour son budget l'année prochaine. Bien sûr. Et donc ce budget, en fait, est dans la droite ligne de ce qu'ils font depuis des années. C'est-à-dire que eux, c'est un budget, déjà le budget initial de Sébastien Lecornu, parce que là le PLF n'est pas encore finalisé, il y a eu le PLFSS, ils ont encore aggravé en fait le déficit qui était prévu, mais même le budget initial, si vous voulez, des macronistes et de Sébastien Lecornu, avant que ça devienne un budget socialiste avec la complicité d'ailleurs des Républicains et du groupe de Laurent Wauquiez. Oui, il y a 18 députés des LR qui ont voté ce PLFSS. Il ne passait pas sans séduisure. Ouais. C'est-à-dire que les LR... Et on entend après le président des LR, M. Retailleau, nous dire que finalement Olivier Faure dirige avec M. Lecornu, quoi. En fait, il dirige à 3. Ouais. C'est M. Wauquiez, M. Lecornu et M. Faure, ensemble, qui font ce budget, qui est un budget initial. Je rappelle quand même qu'il augmentait déjà, quoi qu'il arrive, la fiscalité de 20 milliards d'euros avant de l'aggraver à cause de la CSG, taxe sur les mutuelles, etc. Et qui continue à augmenter la dépense publique avec 30 milliards d'euros. En fait, ça fait 8 ans. Avant même ce pacte avec les socialistes, ça fait 8 ans que les macronistes nous pondent des budgets socialistes et ce sont les mêmes qui font des procès en fait au RN, alors que le contre-budget du Rassemblement national, en fait, c'est la philosophie complètement inverse. C'est-à-dire qu'il y avait une baisse nette
de 50 milliards de la dépense publique qui était proposée par l'Assemblée nationale, avec des économies évidemment sur les totems qu'eux ne veulent pas toucher, c'est-à-dire l'immigration, notamment les prestations sociales non contributives versées aux étrangers. Avec évidemment la problématique de l'Union européenne, on souhaite baisser la contribution au budget de l'Union européenne, avec la problématique de la fausse écologie et des subventions aux énergies renouvelables qui coûtent très cher, ça aussi ne s'attaque pas, et évidemment le totem des agences de l'État, les 1200 agences de l'État, où il y a aussi l'ADEME, l'ARCOM, etc., vous connaissez tous ces acronymes, il y a des économies à faire. Donc on proposait, nous, 50 milliards de baisse de la dépense publique, et on proposait aussi en parallèle de réduire la fiscalité, donc l'inverse de ce qu'on nous prête, de 25 milliards d'euros pour les particules, avec notamment les baisses de TVA sur l'énergie, les baisses de TVA à 0% sur les produits de première nécessité, et la baisse de fiscalité aussi sur les entreprises de 20 milliards d'euros, notamment la baisse des impôts de production. Donc ça, c'est un budget qui est l'inverse en fait de ce qu'ils proposent depuis 8 ans, et même l'inverse de ce que proposent les LR, parce que les LR sont gentils. Je vois des LR, parfois, nous expliquer le Rassemblement national sur le régalien, en fait, sur l'immigration, insécurité. Finalement, on n'est pas si loin, c'est la même chose, mais le RN au niveau de la gestion économique, etc. Oui. Mais il se rappelle en fait qui était le dernier Premier ministre LR de la Ve République. C'est Michel Barnier. D'ailleurs, il siège avec eux à l'Assemblée nationale. Et quel était le budget que proposait Michel Barnier ? Un budget qui augmentait la fiscalité de 40 milliards d'euros. Un matraquage fiscal sans précédent. Donc en fait, Michel Barnier nous proposait un budget socialiste. Donc je veux dire, tous ces gens-là, que ce soit les macronistes ou les républicains, ils n'ont aucune leçon d'économie, aucune leçon de bonne gestion à donner au Rassemblement national. Et d'ailleurs, je suis prêt évidemment à en débattre avec eux. Alors justement, maintenant, le budget de l'État doit en théorie être voté avant le 31 décembre. Il a déjà été voté au Sénat le 15 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce projet de loi de finances du Premier ministre Sébastien Lecornu, avec un déficit qui va finalement se monter à 5,3 alors qu'on nous annonçait il y a peu 4,7 ? Mais de toute façon, ils vont jamais, alors que tenir M. Bayrou nous promettait entre 40 et 44 milliards d'euros d'économies. Rien que sur le PLFSS, on a 24 milliards de plus. Oui, puis ils nous expliquaient aussi qu'ils allaient revenir sur les 3% à horizon 2029. C'est une blague, en fait, parce que leurs budgets sont des très mauvais budgets, sont des budgets, en fait, qui vont casser la croissance. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis des années ? C'est qu'on a une insincérité aussi budgétaire de la part des macronistes, qui font souvent des prévisions de croissance qui sont beaucoup trop optimistes. Après, ils nous pondent ces mauvais budgets qui sont des budgets socialistes. Il y a moins de croissance qu'escompté. Et ils se réveillent à la fin, ils disent on s'est trompé, on a plus de déficit parce que les recettes fiscales ne rentrent pas. Oui, généralement, quand vous annoncez des prévisions de croissance qui sont délirantes et que la croissance réelle est plus faible, effectivement, vous avez moins de recettes fiscales. Et quand de toute façon, vous faites un matraquage fiscal, c'est évidemment la cour de l'affaire, c'est trop d'impôts, tue l'impôt, et bien l'impôt, en fait, ne rentre plus. C'est-à-dire qu'à force, et c'était déjà le cas sur les 2 dernières années, à force justement de faire ce matraquage fiscal, l'impôt ne rentre plus. En fait, il faut faire l'inverse, nous, c'est ce qu'on propose, baisse de la dépense publique, mais de la fiscalité, mais pas que, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la France allait droit à la faillite. Le grand problème de la France à l'heure actuelle, c'est qu'on est en situation de trappe à dette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, maintenant, le taux 10 ans, on emprunte à 3,5%. Vous avez, bon an mal an, encore je suis généreux, une croissance à 1%, souvent c'est moins, et vous avez une inflation autour de 1%, ce qui veut dire que votre croissance nominale est à 2% quand vous empruntez à 3,5%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre charge de la dette ne va faire que s'accroître et vous allez en fait vers une faillite. Donc il y a 2 leviers en fait pour sortir de cette trappe à dette. Il y a évidemment la baisse de la mauvaise dépense publique qu'on propose avec une baisse de la fiscalité pour lancer la croissance, mais en fait il faut relancer la croissance aussi si vous voulez sortir de la situation de trappe à dette en plus de baisser la mauvaise dépense publique. Donc nous, comment on relance la croissance ? On a plusieurs leviers qu'on met en avant depuis longtemps et c'est pour ça qu'on dit, et je pense objectivement que c'est la réalité, que le Rassemblement national a le programme économique qui est le plus pro-entreprise et pro-croissance en fait de tout le spectre politique en France, contrairement à tout ce qu'il raconte. On relance la croissance en baissant notamment la fiscalité, en baissant de manière drastique les normes qui sont un véritable impôt de papier. Vous savez que le coût d'application des normes en France, c'est quasiment 6,7% du PIB d'après l'OCDE, c'est près de 120 milliards d'euros. Et depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, rendez-vous compte que le coût d'application des normes a augmenté de 30 milliards d'euros pour les entreprises. Non, mais comment on se débarrasse de toutes ces normes ? Je vais vous expliquer comment le faire. Baguette magique. Je vous explique mes leviers, après je vous explique sur les normes. Il y a évidemment la baisse du prix de l'énergie, de rétablir un prix national de l'électricité, ce que je vous ai expliqué. Il y a aussi de préserver, vous disiez tout à l'heure, préserver la commande publique
aux entreprises françaises, les prioriser, ce qui paraît être la moindre des choses. C'est quand même un marché, c'est plus de 150 milliards d'euros. Et il y a aussi le problème souvent de financement de nos PME, TPE et de nos ETI. Et vous savez que le Rassemblement national veut lancer un fonds souverain, un grand fonds souverain, évidemment sur la base du volontariat, sur lequel les Français pourront investir avec un taux qui sera plus intéressant que ce que vous pouvez avoir sur le livret A et autres. Et en fait, vous pourrez devenir réellement le propriétaire de la Maison France et investir dans les entreprises françaises. Donc nous, on croit beaucoup en ça. Pour ce qui est des normes, nous, on a une solution très simple. C'est-à-dire que depuis des années, la simplification, c'est un vieux serpent de mer. Sauf que font les macronistes et que faisaient les gouvernements passés? Ils demandaient en fait aux hauts fonctionnaires qui avaient pondu ces normes de les détricoter. On voit bien que ça ne marche pas. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen ont lancé une stratégie complètement différente, qu'on appelle la stratégie tricolore, qui est d'aller voir directement les chefs d'entreprise, parce que qui connaît mieux en fait leur secteur que les chefs d'entreprise? Donc d'aller voir les entreprises branche par branche. Et cette stratégie tricolore, c'est quoi? C'est d'aller les voir et de leur proposer 3 livrets. Un livret rouge, un livret orange, un livret vert. Le livret vert, c'est quoi? C'est que vous nous mettez dedans toutes les normes qui vous sont utiles et qui vous protègent réellement. Parce qu'il peut y avoir des normes qui sont utiles et qui protègent au marché, qui protègent réellement les consommateurs. Vous avez ce livret orange dans lequel ils vont nous mettre les normes qui, sur le papier, disons que la philosophie serait la bonne, mais qui ont été mal écrites et donc qui les pénalisent. Donc il faudrait réécrire. Et enfin, le dossier rouge, qui sont toutes les normes qui sont réellement nocives et nuisibles, et c'est toutes les normes qu'il faudra sabrer et enlever. Et évidemment que c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même philosophie que ce qui a été fait depuis des années par les macronistes, les républicains ou le Parti socialiste qui ont amené le pays dans le mur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir économique des Français l'année prochaine? On nous a enregistré 70 000 faillites d'entreprises cette année. On en avait 66 000, je crois, l'année passée. Est-ce que ces faillites d'entreprises vont réellement continuer l'année prochaine? C'est difficile de voir des améliorations avec le budget qu'ils vont nous faire, avec cette instabilité chronique qui est la résultante, encore une fois, des macronistes. Je veux dire, le prétendu front républicain, qui était en réalité un front pour sauver les places, ça aboutit à quoi? Ça aboutit évidemment à l'instabilité qu'on connaît, à la paralysie du pays qu'on connaît. Et c'est-à-dire que, à la fois une paralysie aussi, c'est une continuité dans la médiocrité, parce qu'en fait, les budgets que nous proposent les macronistes, ils sont de la même veine que ceux qui nous proposaient toutes les années précédentes. Donc il est évident qu'il n'y a rien de bon qui sortira de tout ça. C'est pour ça que nous propose un retour aux urnes avant même 2027, parce que est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron aura la tentation d'aller dissoudre l'Assemblée nationale l'année prochaine? Ce serait souhaitable, mais malheureusement, il a eu son budget, donc malheureusement de moins en moins, parce que là, il va essayer, à mon avis, de tenir jusqu'au municipal. On voit que de toute façon, les partis socialistes et les LR, pourquoi en fait ils se couchent autant avec les macronistes et pourquoi ils font cette tambouille? Mais en fait, c'est juste qu'ils ont peur de retourner aux urnes. Quand vous avez un Laurent Wauquiez qui vous disait ma ligne rouge, c'est les hausses d'impôts. Laurent Wauquiez qui nous dit la ligne rouge, c'est les hausses d'impôts. Les macronistes qui vous disaient ma ligne rouge, c'est la réforme des retraites. Les macronistes, en fait, comme les Républicains, comme le PS, sont prêts à vendre père et mère pour ne pas perdre leur place. Ils ont voté quand même, les Républicains, un projet de loi de sécurité sociale qui augmente la CSG. Donc qui va taper sur les petits épargnants, qui va taper sur les chefs d'entreprise qui, du fait d'une fiscalité déliante en France, se payent par dividende. Ils vont aller taper ces gens-là. Ils vont faire la taxe sur les mutuelles, qui vont évidemment être répercutées sur les consommateurs. Et donc ça va toucher les retraités, ça va toucher les actifs, ça va toucher tout le monde. C'était le même qui nous disait, Laurent Wauquiez, que la ligne rouge, c'était pas une hausse d'impôts. Mais ces gens-là, en fait, n'ont absolument aucune couleur vertébrale. Enfin, Laurent Wauquiez, c'est quand même l'insincérité. Enfin, je pense que c'est à l'heure actuelle peut-être l'homme politique qui représente le plus l'insincérité. J'ai une pensée, moi, pour tous ces électeurs et sympathisants des Républicains qui doivent se sentir vraiment limite déshonorés, en fait, par ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que beaucoup sont en train de nous rejoindre. Certains l'ont fait courageusement avec Éric Ciotti lors des élections législatives 2024, mais je pense que l'électorat des Républicains, quand ils voient le budget socialiste qu'ils soutiennent et quand ils voient finalement les résultats relativement médiocres, rappelons-le, du duo Darmanin qui est maintenant macroniste, avec Retailleau, parce qu'on bat là aussi tous les records. C'est presque la moitié des forces LR qui ont voté le PLFSS, 18 députés LR sur 39. Et je pense, moi, que déjà, non seulement les électeurs LR ne feront plus le front républicain, le front des copains pour sauver les places, mais je pense que beaucoup voteront directement pour le Rassemblement national.
L'économiste Philippe Béchat, dont vous pourrez suivre la chronique après cet entretien, pointait la semaine dernière le risque d'un krach obligataire pour 2026 en provenance du Japon. Si le Japon, me disait-il, venait à vendre les obligations qu'il a des États occidentaux, est-ce que vous redoutez un scénario comme ça, d'une vague, d'un tsunami venant du Japon ? Ça peut toujours arriver, mais je ne suis pas certain que ça se produise. Je pense que le Japon, je ne les vois pas vendre leurs obligations américaines, je ne les vois pas vendre leurs obligations des pays de l'Union européenne. Et globalement, l'inflation, même si elle continue malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de décrue des prix, mais le rythme d'augmentation de l'inflation a considérablement diminué. Et quand on voit ce qu'est en train de faire la Fed, qui est dans une dynamique de baisse des taux, peut-être que la Banque centrale européenne suivra bientôt, d'autant que la situation économique n'est pas bonne, donc ça peut être un levier de relance. Je pense plutôt qu'on va être sur une baisse des taux et donc une montée de la valeur des obligations sur l'année 2026 que l'inverse. Maintenant, encore une fois, l'économie n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, donc tout dépend des réactions des agents économiques, mais moi, je n'y crois pas beaucoup. Merci à vous, Charles-Henri Gallois, d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie nos téléspectateurs à la lecture de votre ouvrage dont on avait parlé ensemble, Les illusions économiques de l'Union européenne, qui est toujours d'actualité, évidemment passionnant. Je vous l'annonçais, évidemment, après cet entretien, c'est la chronique économique et financière de Philippe Béchat. Et quant à nous, on se retrouve la semaine... Non, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Ça sera un Zoom avec le sociologue Michel Fils qui a décrypté la psychologie de notre cher président. Alors, on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue. Voici notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique, géopolitique en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode, le dernier de l'année d'ailleurs, que je vais intituler « Conjoncture, tout empire, marché au nirvana ». Oh, je ne vous apprends rien cette année, on ne peut pas vraiment pointer ce qui s'est amélioré. Ah si on regarde les statistiques officielles, c'est merveilleux, l'inflation est contenue, elle serait même pas supérieure à 1% en France. Demandez aux ménages si leur perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier est perçu comme étant limité à 1% ou si ça ne serait pas bien davantage. On a eu d'ailleurs pas mal de débats cette année sur le coût de l'alimentation, les mutuelles dont les prix vont exploser, les carburants qui ont finalement très peu baissé, alors que le pétrole a perdu quand même 20% dans l'année. Bizarrement, ça se répercute très vite à la hausse et il y a une inertie assez stupéfiante à la baisse. Et on vous annonce également cette année que tout va mieux également au niveau de la croissance, plus 0,8, peut-être même plus 0,9. Incroyable! La France devant l'Allemagne. Bon, loin derrière la Pologne, l'Espagne et l'Italie. Oui, mais certes, nous sommes devant l'Allemagne. Nous ne sommes pas les pires cette année. Ouais. Sauf que 0,8 ou 0,9% de croissance une année, ou 70 000 entreprises, statistiques de la Banque de France, pas d'ultra-gauchistes qui voudraient noircir le tableau, donc je vous parle bien de statistiques officielles, une année où 70 000 entreprises mettent la clé sous la porte, non. Il n'y a pas de croissance, non. Il n'y a pas de création d'emplois, non. La conjoncture ne s'est pas améliorée dans le bâtiment. On connaît la pire crise depuis 1945, à côté 1991-1993 ou 2008-2010, c'était presque de la rigolade.
l'immobilier en France est mort et ce n'est pas la conjoncture qui l'a tué. Non, évidemment, c'est l'hystérie normative qui fait exploser les coûts de la construction, en plus du prix des matériaux qui, lui, bien sûr, également a augmenté fortement depuis 2020. Il est impossible de construire et surtout, ceux qui éventuellement pourraient vouloir participer à créer davantage de logements en sont complètement dissuadés puisque les revenus locatifs aujourd'hui sont réduits à peau de chagrin. Toutes les incitations ont été supprimées. L'immobilier, c'était le seul levier sur lequel la France avait encore une certaine souveraineté pour relancer de l'activité, créer des emplois. Non, au contraire, c'est le secteur dans lequel le plus de PME ont déposé le bilan. Alors, ça ne va pas mieux non plus sur le front géopolitique. La guerre russo-ukrainienne ne s'est pas arrêtée en 5 jours comme l'avait promis Donald Trump. Bon, évidemment, les Européens font tout pour que le conflit ne s'arrête pas, qu'il coûte le plus cher possible. Alors, je vais dire un truc très complotiste, mais c'est comme si plus ça coûtait cher aux contribuables européens, plus certains en profitaient. Oubliez ça, je n'ai rien dit. Bref, le conflit se poursuit, pas de trêve à Noël, pas de trêve pour le jour de l'an. Nous avons maintenant Donald Trump qui fait le blocus du Venezuela, en vertu de quel article de droit international on se le demande. On se rappelle qu'au départ, il prétendait lutter contre les narcos, et puis finalement, le 18 décembre, les masques tombent, et là, il le dit carrément, nous voulons le pétrole vénézuélien. Les Vénézuéliens nous ont volé notre pétrole, le pétrole américain extrait au Venezuela. Bon, là encore, j'espère que quelqu'un un jour sera capable de m'expliquer par quelles règles de droit Donald Trump parvient à ce genre de conclusion. Toujours est-il qu'on n'est pas loin d'un conflit, voire pourquoi pas d'une grande opération de renversement du pouvoir vénézuélien. Ce qui ne fera évidemment pas plaisir à la Chine, puisque la Chine a pas mal de billes au Venezuela. Bon, à l'échelle de la Chine, évidemment, c'est Epsilon, mais tout de même sur le symbole, qui est le principal soutien financier via des crédits et technique via du matériel, eh bien, c'est la Chine. Donc si les États-Unis interviennent au Venezuela, faudrait pas s'étonner alors que la Chine intervienne à Taïwan. Ah, et c'est là que les choses se gâtent, puisque la nouvelle première ministre japonaise, elle, a annoncé qu'elle participerait à la sauvegarde de Taïwan si jamais les Chinois voulaient faire un blocus. Ah, le blocus du Venezuela, ça, c'est légal. Le blocus de Taïwan, évidemment, là, on rentre dans un casus belli. Alors, la deuxième partie du titre, c'était pour la conjoncture, tout va pire, et pour les marchés, c'est le nirvana. Eh ben ouais, c'est quand même une belle année où le Dow Jones gagne 14%, le S&P en gagne 16%. Allez, on espère qu'avec un tout petit coup de rein ce soir, le Nasdaq atteindra la barre des 20%. Pour le CAC 40, il va falloir se contenter de 8%. Pour l'Eurostoxx, on est un petit peu au-delà des 11%. C'est quand même une très très belle année quand on pense à la conjoncture, à l'inflation réelle, à la croissance littéralement éteinte en Europe. Mais bon, que dire des États-Unis avec un Nasdaq qui fait plus 20 quand la croissance est annoncée à plus 3. Oui, vous l'avez compris, une nouvelle fois, le soutien monétaire au marché a été la clé de tout. Sauf que cette fois-ci, la clé commence à tourner un petit peu dans le vide et il y a, comme on dit, de la smart money qui commence à s'investir ailleurs. Alors, le ailleurs, c'est évidemment l'or qui va terminer l'année peut-être à 4004, sait-on jamais, peut-être au sommet, voire peut-être sur un nouveau signal haussier. De l'or qui gagne plus de 60% cette année, mais la star évidemment reste l'argent avec ses 130% de hausse. Donc on voit bien que même si on a encore pas mal d'achats spéculatifs qui se concentrent sur l'IA ou l'AI comme vous voulez, eh bien vous avez également des transferts importants vers des actifs de réserve solides et qui contrairement aux dettes ne peuvent pas être imprimées.
L'année 2026, eh bien, il se pourrait que de proche en proche, le transfert de l'argent virtuel vers des actifs concrets se poursuive. Autrement dit, après le grand décollage de l'argent suivi de l'or, nous pourrions avoir une poursuite de la hausse du cuivre. Et puis, le petit dernier, le vilain petit canard dont personne aujourd'hui ne veut, à savoir le pétrole. Il est à peu près évident que si quelque chose devait survenir au Venezuela, on n'aurait probablement pas fini de le voir monter. Voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, tous mes meilleurs vœux anticipés, et on se retrouve donc pour la première semaine de janvier. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.